26 juillet 2019, midi brûlant dans le sud du Portugal, un homme grand aux cheveux gris, vêtu d'une chemise de travail délavée, entre dans le service des urgences de l'hôpital de Santiago do Cachem. Il porte un garçon dans ses bras. L'enfant est pâle, les lèvres légèrement bleutées, le corps secoué de brefs spasmes convulsifs. L'homme dit que c'est son petit-fils, mais il ne peut donner ni sa date de naissance, ni le nom de sa mère. Et ils n'ont aucun document, aucun. Ni carnet médical, ni assurance, ni même un papier de vaccination. Les médecins s'échangent des regards. La situation n'est pas simplement étrange, elle est alarmante. Le protocole du service d'urgence enregistre tout. Date 26 juillet 2019. Le nom donné par l'accompagnant, Antonio Matias. L'état du garçon, convulsions, épuisement, peau pâle, légère dyspnée. Document 0. À la question sur le lieu de résidence de l'enfant, Antonio répond évasivement. À propos de la mère, il dit brièvement « Elle est loin et ne pourra pas venir ». L'infirmier, en vérifiant le pouls, voit que le garçon est très maigre. Les os semblent saillir sous la peau. Les vêtements, pas à sa taille. Un t-shirt étiré, un vieux short. À la question sur les vaccins, Antonio marmonne « On les a faits il y a longtemps ». Et chaque fois qu'on lui demande de préciser quoi que ce soit, il ajuste nerveusement le col de sa chemise, comme s'il se cachait des questions. Dans le couloir, il ne lâche presque pas le garçon. Il lui tient la main, s'assoit à côté de lui sur une chaise en plastique. Mais cela ressemble moins à de l'attention qu'au désir de contrôler chacun de ses mouvements. Au bureau d'enregistrement, il crée un dossier vide, sans nom, sans antécédents médicaux, sans contact de parents. Pour les médecins, tout cela est un signal d'alarme. Selon le protocole, l'admission d'un patient sans document est enregistrée et transmise au service social. Ici, il décide de ne pas attendre. L'infirmière envoie immédiatement une notification. Le pédiatre de garde formule une demande à la police et initie un test ADN. À ce moment-là, aucun membre du personnel ne se doute encore que cette action déclenchera une enquête qui révélera l'une des histoires les plus sombres du Portugal moderne. Une histoire cachée pendant 20 ans derrière les murs d'un vieux garage à la périphérie de l'Alentejo. De l'extérieur, tout semblait respectable. Une maison blanchie à la chaux avec des volets ocre, un carrelage soigné au seuil, 2 bacs en terre cuite avec du laurier. Ce fameux garage, derrière lequel se cachait le secret, se dressait un peu à l'écart, à 30 pas, et ressemblait à un hangar ordinaire pour les outils. Si vous passiez en voiture sur la route serpentine vers Grandola, rien n'aurait trahi l'alarme de ce jour de juillet à l'hôpital. Devant vous se serait trouvée une ferme ordinaire, comme il y en a sur chaque 2e colline de l'Alentejo. Et c'est justement ce contraste qui accroche. Comment le monde aux murs blanchis à la chaux est-il lié au garçon amené au service d'urgence sans un seul papier? La ferme s'appelait Monte do Freixo, colline du frêne. La terre ici est sèche, mais reconnaissante. En automne, les olives. En hiver, la réparation de l'irrigation goutte à goutte. Au printemps, d'interminables conversations sur la pluie qui résoudra tout. Antonio Matias, dès le petit matin, démarrait le petit tracteur, transportait des tonneaux, réparait les filets, changeait les ampoules du poulailler, de ces gens dont les voisins disent en un mot « travailleurs », extérieurement, renfermé, ne sourit presque jamais, va seul et rapidement au magasin en ville. On pourrait penser qu'il n'aime simplement pas les longues conversations. Rosa, sa femme, était la maîtresse de maison classique de ces lieux. Petite, en tablier, avec un sac pour le marché, elle connaissait par leur nom les vendeurs de fromage et le boulanger qui lui laissait les petits pains de la veille avec une remise. Le dimanche, l'église à Grandola, en semaine, tantôt le potager, tantôt la lessive,
tantôt en visite pour 5 minutes chez la voisine pour le thé. Voix douce, regard baissé, manière de parler, comme si elle s'excusait tout le temps pour le bruit de la machine à laver. On dit de ces femmes ici, eau dormante. Et personne n'aurait eu l'idée de chercher une tempête dans sa maison. À propos de leur fille dans les environs, on ne connaissait qu'une version. Inès était partie depuis longtemps, dans une communauté près de la mer. C'est ce que disaient les Mathias eux-mêmes. C'est ce que répétaient les voisins. Aucune sensation, aucun commérage. Dans les villes côtières, il y a plein d'histoires de jeunes qui partent se chercher. Parfois arrivèrent des lettres, courtes, avec des mots simples. « Maman, tout va bien pour moi, ne venez pas, j'en ai besoin ainsi. » Dans la cuisine, on les lisait à voix haute autour d'une tasse de café fort, puis Rosa pliait les feuilles dans son livre de prière catholique, entre les pages, avec les loteries et les reçus. Dans ces lettres, il y avait cette normalité apparente qui rassure. Si elle écrit, c'est qu'elle est vivante. Si elle demande de ne pas venir, c'est qu'elle a le choix, et nous le respectons. Antonio et Rosa avaient déjà des petits-enfants. Pas depuis le début, mais c'est arrivé comme ça. D'abord un « s'est trouvé » un matin à la porte, enveloppé dans une couverture, avec un mot disant « Je ne peux pas maintenant, prenez-le temporairement ». Puis, encore un, et encore. Et cela ne soulevait pas de questions. Au village, on aime faire semblant de tout comprendre sans mots superflus. Eh bien oui, Inès est dans la communauté. Ils ont leurs règles là-bas, mais le sang, c'est le sang. C'est ainsi que les gens s'expliquaient, en se versant une deuxième tasse de café. Les enfants, soignés, en t-shirt propre. On les emmenait à l'école. Ils allaient chez le médecin. Quelqu'un plaisantait même en disant que les Mathias avaient de la chance avec les anges, parce que les petits se trouvaient toujours sur le seuil quand ils avaient justement besoin de soins. Le soir à la ferme, on aimait le silence. Seulement parfois du garage s'étendait un bourdonnement sourd, comme si quelque part profondément sous terre une machine fonctionnait. On l'attribuait au propriétaire économe. En Alentejo, sans puits profond, on ne vit pas longtemps, et l'électricité ici coûte de l'argent. La nuit, dans les fenêtres de la maison, coulait une lumière jaunâtre, comme chez tout le monde. Dans la cour marchait un chien. Dans l'abreuvoir en béton se débattaient de rares moustiques. Même les habitudes étaient correctes. Avant de dormir, la prière en août, griller des sardines dans la cour. À Pâques, cuire le folard, pain sucré. Aucun exotisme et aucune sensation. Les voisins décrivèrent la famille avec les mêmes expressions. Peu sociables, mais honnêtes. Ne font pas de bruit. Aident si on demande. Antonio prêtait le tracteur pour 1 heure, aux voisins pour 1 euro symbolique, et rendait toujours l'outil d'autrui à temps. Rosa apportait aux foires paroissiales des pots de confiture de figues. Et quand la voisine eut une petite fille, elle posa discrètement à sa porte un sac avec des langes pour bébé. Il faisait partie du paysage, comme les murs blanchis à la chaux et ses encadrements de portes bleu vif, indiscernables de tous les autres. Et si on écoutait bien, à travers toute cette façade résonnait vraiment le thème de la normalité. Chacun avait son rôle, son emploi du temps, ses trajets habituels. Antonio, la ferme et la comptabilité sur la table de cuisine. Rosa, le marché, l'église et les petits-enfants, auxquels on recousait les chaussures à temps et on achetait des cahiers. Sur les papiers, tout était en ordre. Impôts payés, factures d'eau réglées, voiture assurée. Sur les photos de famille, ce même confort. Table en plastique dans la cour, limonade dans les verres, guirlande en papier pour la Saint-Antoine. Mais dans cette image parfaite, il y avait des détails que personne ne mettait ensemble. Les shorts de l'un des garçons se trouvaient toujours être d'une taille trop grande. Antonio devenait parfois irritable quand on le retenait en conversation aux grilles. Débordé de travail, excusez-moi. Et ce fameux bourdonnement nocturne du garage apparaissait plus souvent l'été,
quand l'arrosage était déjà coupé la nuit. Ces signaux se noyaient dans l'habitude d'expliquer tout par des versions simples. Vent sec, chaleur, fermier économe, nouvelle vie près de la mer pour la fille. Vers 2019, la famille avait une solide réputation. Dans le livre paroissial à côté de leur nom, des coches soignées, dons, participation au nettoyage, aide aux personnes âgées. Aux fêtes locales, Antonio s'attardait rarement, mais il venait, cela aussi on le voyait. Personne ne discutait sérieusement d'Inès disparue. L'histoire de la communauté près de l'Atlantique était devenue quelque chose comme un tampon soigné qu'on met pour clore un sujet, ne voulant pas creuser plus loin. Aux voisins suffisait « ça ressemble à la vérité ». Au système, les papiers et les coches. Et voilà pourquoi l'appel de l'hôpital détonnait tant. Un adulte qui ne connaît ni les vaccins, ni le nom de famille de la mère. Un garçon qui n'a pas d'histoire, comme s'il était apparu de nulle part. C'est un éclat étranger qui ne s'emboîte pas dans l'engrenage de la vie habituelle de Monte do Freixo. Jusqu'en juillet, tout tenait sur des explications habituelles et des formulations vagues. Après, commencerait la fissure. Et le chemin de la façade blanchie à la chaux à la porte de fer au fond du garage, ce n'est plus une esquisse quotidienne, mais la trajectoire d'une enquête qui bientôt passera dans la maison des Mathias, pas à pas. Première étape, retourner là où tout s'est brisé. 20 juin 1998, anniversaire d'Inès. Dans la cour, on grille des sardines. Rosa met sur la table le foulard maison. On rit, on se dispute à propos de musique. Le soir tombe vers le crépuscule quand Antonio dit cette chose simple. « Inès, aide-moi dans la cave. Il faut recenser les bouteilles. » Aucun drame. Juste une demande quotidienne. Ils partent vers le garage séparé. 30 pas sur le sentier poussiéreux, odeur d'huile et d'herbe sèche. Derrière l'étagère, un passage étroit, ampoule au plafond, fraîcheur. C'est le dernier moment où Inès est vue vivante. Après, seulement des mots qui combleront pendant de nombreuses années le trou dans la réalité. Ensuite, tout suit le calendrier, et c'est en cela que réside le froid. Le lendemain, les voisins s'étonnent du silence. La fêtée n'apparaît pas. Une semaine plus tard, le 1er juillet 1998, la famille va à la gendarmerie et dépose une déclaration. Inès a disparu. Dans la colonne « Qui l'a vue en dernier ?», le père. Il explique. Après la fête, elle était pensive, disait qu'elle voulait aller à la mer, chez des amis d'une communauté spirituelle. La version sonne logique pour une oreille étrangère. À la fin des années 90, beaucoup cherchaient de nouvelles compagnies, de nouveaux sens. Il en ressort. Ils se sont disputés pour un détail. Elle a claqué la grille et est partie en autostop vers la côte. Aucun appel, aucune nuit chez des amis. Elle s'est simplement dissoute en direction de l'Atlantique. Mais plus on relit ces dates, plus on sent la différence entre la banalité de la dernière phrase « aide dans la cave » et son ombre. Le papier officiel a mis un tampon sur l'histoire où manque l'essentiel, le temps et le chemin. Il n'y a pas de billet, pas de ticket de caisse, pas de témoin ayant vu Inès sur la route. Il n'y a que la maison qui, en 1998, avait bien appris à se taire, et le père qui répète avec assurance la même formule. Ainsi apparaît la légende qui deviendra un support pendant 2 décennies. Inès est partie dans une communauté religieuse près de la mer, ne veut pas de contact, demande qu'on ne la cherche pas. Cette version arrange tout le monde. Elle supprime la question « Où est-elle ?», avant que quelqu'un n'ait le temps de demander « Pourquoi si silencieux ?» Ensuite, à la légende s'accrocheront les lettres, les enfants trouvés au seuil, les conversations sur son nouveau chemin. Mais pour comprendre comment cette construction a tenu tant d'années, il faut décomposer les tout premiers pas. Qui a dit quoi, quels papiers ont tout étayé et qu'exactement la police a étudié dans les premières semaines.
C'est justement par là que commencera la vraie enquête. La vraie enquête commence par des étapes simples et très vite bute sur un mur. La police vient à la ferme, pose les questions standards. Que s'est-il passé le jour de l'anniversaire? Avec qui Inès communiquait-elle? Quels objets ont disparu de sa chambre? Ils examinent la maison, lit fait, étagère vide dans l'armoire, sur la table un carnet avec un bout de poème. Le garage aussi, ils le regardent, mais superficiellement. Tracteur, étagère, odeur d'huile, rien de criminel. Et déjà alors, dans le dossier apparaît ce qui semble être une réponse, une chose qui semble confirmer la version de la famille. D'abord, en juillet-août 1998, tout va selon le protocole des années 90. L'agent de quartier appelle les amis et camarades de classe, demande au marché de Grandola « N'avez-vous pas vu Inès dans l'autobus vers la côte ?» Il vérifie 2 communautés près de la mer. Une, près d'un vieux domaine, l'autre, dans un hameau où l'été se rassemblent musiciens et artisans. Personne ne reconnaît la jeune fille d'après la description. Il n'y a pas de caméra au village, presque pas de log de téléphonie mobile non plus. Inès n'avait qu'un téléphone fixe à la maison. La trace se dissout littéralement sur la route poussiéreuse entre la maison et l'autoroute IC1. Septembre apporte le silence. La version officielle se forme presque d'elle-même. Inès est majeure, a pu partir volontairement. On recommande à la famille de signaler tout ce qui est inhabituel et les enquêteurs eux-mêmes passent à des vérifications rares. Jeter un œil dans la boîte aux lettres, demander à la gare routière, s'intéresser à la paroisse. Et voilà qu'au bout de plus d'1 an, quand il semble que rien ne s'éclaircira plus, une enveloppe apparaît dans la boîte de Rosa. 12 octobre 1999. Papier blanc ordinaire, sans adresse d'expéditeur. Sur le cachet, centre de tricotier. À l'intérieur, une lettre. Ligne irrégulière, lettre reconnaissable, comme dans les notes d'adolescents dans les albums. Rosa lit et pleure. « Maman, tout va bien pour moi. Je suis dans la communauté près de la mer. Je suis tranquille. S'il vous plaît, ne me cherchez pas, c'est mon choix. Pardonnez pour l'inquiétude. Je vous aime. » En bas, signature Inès et petite croix qu'elle mettait encore dans les félicitations scolaires. Texte court, sans détails, mais il contient l'essentiel, la demande de ne pas chercher. La lettre est portée au commissariat. L'employé compare les lettres avec les échantillons du cahier scolaire qu'a apporté la mère. Boucle du G, S, caractéristique. Gros point sur les I. Ça ressemble. Antonio confirme, c'est l'écriture d'Inès. Elle écrivait toujours ainsi. Et cela devient cette preuve physique qui semblait manquer. Aucune menace, aucune demande d'aide, donc pas de danger. C'est ainsi qu'interprètent le papier les fonctionnaires qui doivent chaque jour décider où finit le drame familial et commence l'affaire pénale. Ensuite, s'enclenchent les mécanismes de l'époque. On demande au prêtre de la paroisse la plus proche de tendre l'oreille, au cas où Inès se manifesterait à confesse. Les services sociaux font 1 ou 2 tentatives de contact avec les communautés, mais c'est un monde sans registre et cite. L'adresse, maison près de la mer. C'est une bande de dizaines de kilomètres. Les rapports se résument en une phrase. Aucune confirmation trouvée, aucun signe de contrainte. Les parents ont reçu une lettre d'Inès elle-même. Et sur cette phrase, l'affaire, en fait, refroidit. Pour la famille, c'est plus facile avec cela. La lettre repose dans le livre de prières entre les pages, comme une amulette, et d'après elle, se construit une nouvelle logique de vie. Elle est vivante. Elle a choisi. Nous n'avons pas le droit de gêner. Dans la conversation avec le policier, Antonio répète prudemment « Elle a demandé qu'on ne cherche pas. »
Le papier se transforme en bouclier avec lequel on peut couvrir n'importe quelle gêne. Pourquoi ne téléphone-t-elle pas? Parce qu'ils ont des règles là-bas. Pourquoi n'écrit-elle pas plus souvent? Parce qu'ils se taisent. Pourquoi parfois aux grilles, la nuit, on entend un moteur? Parce que pompe et arrosage. Pour l'enquête, cette lettre est un tournant formel. Elle est jointe au dossier et on y inscrit la note qui, dans de telles histoires, sonne presque comme une condamnation au silence. Recherche active. Arrêté. Observation. Passive. C'est-à-dire, aucun tour systématique. Aucune demande régulière le long de la côte. Seulement fixation. Si quelque chose remonte à la surface, on reviendra. Sinon, la personne a droit au choix. L'erreur ici n'est pas d'avoir cru au papier, mais d'avoir mis le point final sans vérifier d'où elle venait. Où l'enveloppe a été achetée, pourquoi il n'y a pas d'adresse d'expéditeur qui a glissé la lettre dans la boîte. À partir de ce moment, la légende acquiert définitivement un document. Elle n'est plus simplement les mots du père à la table de cuisine. Elle est cousue dans un dossier avec armoirie sur la couverture. Et c'est justement pourquoi ensuite tout se développera comme cela arrange le mensonge. Nouvelle note, petit trouvé au seuil, conversation sur les règles de la communauté. La police, sûre qu'elle a devant elle une histoire de départ volontaire, reculera d'un pas. Et la maison sur la colline continuera à vivre sa vie soi-disant tranquille, où la nuit bourdonne la pompe et le jour sèche le linge sur la corde. Dans l'épisode suivant, ce bouclier, une lettre, expliquera tout à la suite. Et c'est justement grâce à lui que la famille se cachera presque 2 décennies, jusqu'à ce qu'un autre cas de force majeure ne perce la défense. Mais avant que le cas de force majeure ne perce la défense, l'enquête avait besoin d'une réponse commode, celle qui supprime la tension rapidement et joliment. Et une telle réponse s'est trouvée presque immédiatement. L'ex-petit ami d'Inès, Thiago 5, c'est une fausse piste, mais sur le moment, elle paraissait parfaite. Jalousie, caractère violent, dispute la veille. N'est-ce pas un scénario? Et pendant un temps, tous les regards se détournent d'Antonio vers le jeune pêcheur qui, en juin 98, traînait des caisses de glace sur le quai de Setúbal et portait un t-shirt avec le logo délavé de Benfica. Leur histoire était simple comme un soir d'été sur l'embarcadère. Ils se sont rencontrés à la fête de Santo Antonio, ont dansé, cassé des brindilles de laurier pour la chance, échangé les numéros de téléphone fixes. Thiago était de ces garçons qui d'abord rient plus fort que tout le monde, puis se disputent aussi fort. Il aimait la mer et n'aimait pas qu'on le reprenne. Inès aimait en lui la sensation de liberté, la façon dont il venait au rendez-vous dans une veste trempée après la pêche nocturne et sentait le poisson et le vent salé. Mais vers l'été, leur conversation se transformait de plus en plus souvent en affrontement. Il voulait qu'elle passe plus de temps en ville. Elle retournait obstinément sur la colline, vers la famille. Et voilà qu'une semaine avant l'anniversaire, on les a vus près du kiosque aux sardines. Ils parlaient sur un ton élevé. Pour une petite ville, c'est déjà suffisant. Ils se disputaient. Elle pleurait. Elle est partie sans dire au revoir. Quand Inès a disparu, le nom de Thiago a remonté à la surface tout seul. On l'a appelé au commissariat. Le protocole officiel. C'est toujours sec. Taille. Signe particulier. Lieu de travail. Connaît-il la famille? Mais derrière les coches, on entend la tension. Thiago ne cache pas son irritation. Moi? En quoi suis-je concerné? Nous nous sommes disputés pour un détail. Elle voulait rester avec ses parents à la ferme. Et moi, qu'elle vienne avec moi à la mer. C'est tout. Il raconte que dans la nuit de la fête, il est parti plus tôt. Parce qu'à 4 heures du matin, sorti en mer. À la question où il était le 20 et 1 juin, il répond sans pause. À bord. Et ajoute sans regarder, si elle avait appelé, je serais venu. Contre lui, à ce moment-là, seulement des mots.
2 témoignages de voisins sur la dispute, une vieille remarque de l'agent de quartier pour une bagarre dans un bar 1 an plus tôt, réputation de garçon coléreux. Dans de telles histoires, cela suffit parfois pour rassembler sur une personne toute l'irritation de la communauté. Mais l'affaire ne tient pas en l'air. Chez les pêcheurs, la comptabilité est stricte. Le navire Nossa Senhora do Mar sort selon l'horaire, tampon de l'administration portuaire, liste d'équipage, radio, journal de bord. Et voilà, ce journal devient pour Tiago une bouée de sauvetage. Le capitaine confirme. Le 19 au soir, chargement de glace. Le 20 à 3h50, appareillage. Cap au sud. Zone près du cap Espichel. Échange radio enregistré dans le log de quart. Note de réception des prévisions de vent de tempête à 6h10. Enregistrement des coordonnées. À 7h, premier chalut. À 10h, deuxième. Retour au port le 21 vers le soir. Réception de la pêche au marché aux poissons. Au reçu, signature du dispatcher et tampon du lot. Toute l'équipe a une version simple mais de fer. Ils étaient en mer, sans liaison avec la terre, selon les heures locales et les tâches. Et là, il n'y avait pas de place pour des voyages secrets en Alentejo la nuit. Et d'ailleurs, pourquoi ? Les traces domestiques aussi s'organisent en faveur de la Libye. Feuille de paie de l'artel, heures travaillées, bonus pour bonne pêche calculée. À la caisse du marché aux poissons, reçu pour glace et diesel, au bar près de l'embarcadère, dette de Tiago pour un café, inscrite à son nom le matin du 21. Plusieurs personnes de l'équipe, sans s'être concertées, racontent la même chose. Il râlait contre sa botte mouillée qui lui faisait mal aux pieds, et toute la journée, il plaisantait sur les nouvelles chaussures qui porteront bonheur. Ces détails sont impossibles à simuler après coup. Et pourtant, les enquêteurs jouent dans la version jusqu'au bout, parce qu'ils le doivent. Ils demandent à propos de cette fameuse dispute. De quoi ? Avec quelle passion ? Y a-t-il eu des menaces ? Tiago écarte les bras. Des mots, vous savez ? J'ai flambé. Elle aussi. Rien de tel. Ils vérifient le téléphone. Pas d'appel d'Inès ces jours-là. Ils parlent avec la mère de Tiago. Elle grogne contre son fils pour son caractère, mais dit simplement « Il est bête parfois, mais pas méchant. En mer, il est depuis 4 heures du matin. Qu'est-ce que vous voulez ? Pour tout hasard, perquisition de la chambre, 2 maillots, affiches, Marisa, au mur, couteau de pêche dans la table de nuit, qui traîne chez la moitié de l'embarcadère. Aucune trace qui le lierait à la disparition de la jeune fille, ni vêtements avec des taches suspectes, ni lettres. Au final, la version du petit ami jaloux recule. Formulation soignée, personne d'intérêt. Alibi confirmé, pas de données directes sur l'implication. On ne le raye pas complètement. On le met simplement sur l'étagère. Parfois, les policiers se disent entre eux qu'il reste au cas où ça remonterait. Et c'est la bonne décision. Parce que, dans de telles affaires, il est dangereux de tomber amoureux de la première histoire commode et fermer les yeux sur tout le reste. La fausse piste a joué son rôle. Elle a donné à la famille Mathias encore quelques mois de tranquillité. Le village a soupiré. Eh bien, Dieu merci, le garçon n'y est pour rien. Le regard est revenu là où il aurait dû être depuis le début, vers la maison sur la colline, vers les murs blanchis à la chaux, vers le garage d'où la nuit s'étendait le bourdonnement. Là où les habitudes expliquaient trop de choses, et la réponse « elle est partie dans la communauté », était depuis longtemps devenu un passe-partout universel pour les questions gênantes. Et c'est justement à partir de ce moment que l'enquête se restructure progressivement. De la mer et des disputes, vers l'emploi du temps du maître, les achats ennuyeux et les étranges voyages nocturnes. Là, dans ces détails, commenceront à apparaître les premières fissures de la légende. Les fissures de la légende, comme cela arrive souvent, se sont manifestées dans les détails. D'abord, le son, pas un cri, pas le bruit d'une dispute, mais un bourdonnement nocturne régulier qui s'étendait du garage isolé, comme si quelque part profondément sous terre fonctionnait une machine.
personne ne l'associait à la disparition d'Inet. Au village, on n'a pas cette habitude. Chacun s'occupe de ses affaires, chacun a ses secrets. Mais le bourdonnement était obsédant, et il revenait encore et encore. 7 mai 2005, le voisin, Don Eduardo, n'a pas tenu et s'est rendu au poste de police municipale de Grandola. Il s'est plaint officiellement. La nuit, ça fait du bruit, comme une pompe. Impossible de dormir. Chez les Mathias, c'est devenu l'agent de quartier, à frapper à la grille. Antonio est sorti aussitôt, sans surprise. Il a montré le puits domestique, les tuyaux en plastique, le couvercle du puits technique. Il a dit simplement « J'économise l'eau, j'allume l'arrosage la nuit, moins d'évaporation. » L'explication semblait raisonnable, d'autant plus qu'ici, l'été, on arrose vraiment la nuit, quand la chaleur tombe. L'agent de quartier a regardé les capteurs, la minuterie, a noté dans son carnet « pompe ». La déclaration a été fermée. Formellement, il n'y avait rien à redire. Le soir, le bourdonnement est réapparu. Mais maintenant, il avait un nom. Arrosage. Et si un phénomène a une explication, il cesse d'inquiéter. Le deuxième détail était complètement d'un autre monde. Du silence et du savon matinal. En septembre 2004, au petit matin du 13, Rosa a ouvert la porte et a vu un couffin avec un bébé. La couverture sentait la lessive. Sur l'anse, un nœud, dans le nœud, un court mot. « Maman, pardonne. Aide-moi, prends-le temporairement. » Signature, Inès. Rosa pleurait, mais dans la voix sonnait une étrange joie. Elle est vivante. Au commissariat, ils ont appelé immédiatement. Est venue l'assistante sociale. Cahier soigné, questions selon la liste. Parents? Oui, grand-mère et grand-père. Papier? Il y a une lettre de celle-là, de la communauté. Sur la table, cafetière, sur les genoux, couffin. Au final, ils ont arrangé la tutelle, jusqu'à élucidation des circonstances. Le garçon fut appelé Miguel. Les médecins l'ont examiné, en bonne santé. Cette scène a fixé la formule commode. La fille est partie se chercher, mais fait confiance à sa mère et demande l'aide. Au village, on l'a acceptée sans résistance. Les voisines soupiraient, mais acquiesçaient. La famille n'abandonne pas les siens. Ensuite, tout se répétait avec une régularité effrayante. 23 décembre 2008, au seuil est apparue une fillette. Mot encore plus court. Je ne peux pas maintenant. Prends-la. Dans la cour, Noël, dans la maison odeur d'orange et de cannelle, à l'église, on prépare la crèche. Les services sociaux reviennent, voient encore des parents, une lettre, un livre de prière sur la table. À la fillette, on donne le nom Anna. Les fêtes couvrent toutes les questions. Eh bien, peu importe ce qu'ils ont là-bas dans la communauté, peut-être des rites spéciaux, peut-être qu'on lui a soudain interdit de garder le contact. L'essentiel, la petite est au chaud, chez les siens, donc tout n'est pas si terrible qu'il paraît de l'extérieur. Et la troisième fois, mars 2011. Matin, vent frais de la mer, Rosa sort les poubelles et trébuche sur le couffin familier. À l'intérieur, un garçon, recroquevillé en boule. À côté, un sac en papier avec un pot de lait infantile et une tétine en caoutchouc. Le mot répète presque mot pour mot le premier. Maman, aide. Le sac va au réfrigérateur, le couffin, dans la chambre, le téléphone, au service social. La tutelle s'arrange plus vite qu'avant. Le bureaucrate a déjà des précédents pour cette famille. Le garçon est appelé João. Il grandit avec grand-mère et grand-père, va au jardin d'enfants paroissial, reçoit des cadeaux aux fêtes. Aucune sensation. Et voilà, si on met ces 3 dates côte à côte, 2004, 2008, 2011,
On lit une rime alarmante. Mais alors personne ne les mettait côte à côte. Chaque cas vivait pour lui-même, fermé par sa propre enveloppe et son propre petit mot. Les papiers officiels s'étaient habitués à cette histoire. La mère demande qu'on ne la cherche pas, demande d'aider. Les assistantes sociales, qui doivent chaque jour voir des choses bien plus cruelles, se réjouissaient que les petits aient un foyer et une table. Et le bourdonnement sourd nocturne continuait le sien. Il avait déjà un papier avec signature « Pompe ». Dans les conversations au marché, tout se rejoignait sur des explications domestiques. « Il pompe l'eau », disèrent les hommes en hochant vers la colline. « Inès vit selon ses règles, mais le sang c'est le même », soupiraient ces femmes en ajoutant des oranges dans leur panier. Miguel, Anna et Juan grandissaient soignés, avec des cartables sur le dos et des cahiers propres. Chez le médecin, des dossiers, à l'école paroissiale, des inscriptions. Du point de vue du système, tout était non seulement tolérable, exemplaire. Les parents ont pris en charge les soins, n'ont pas rejeté sur l'État, ne sont pas partis, ne se sont pas détournés. Et pourtant, si on écoutait bien, dans ces puzzles restait toujours un vide. Pourquoi les lettres sans adresse d'expéditeur? Pourquoi en elles il n'y a pas un seul nom concret, seulement communauté près de la mer? Pourquoi le bourdonnement du garage arrive indépendamment du temps et de la saison? Et pourquoi les enfants apparaissent comme selon un horaire, dans les années où dans la maison sur la colline, c'est particulièrement silencieux? Mais alors, les questions ne s'organisaient pas en système. Chaque « pourquoi » avait sa propre réponse soi-disant raisonnable. Et ces réponses, étant prononcées d'une voix égale du propriétaire travailleur, sonnaient plus convaincantes que tous les soupçons. Ainsi, l'illusion tenait. Le son était appelé arrosage, les mots, choix de la fille adulte, les couffins, signe de confiance. Personne ne liait le bourdonnement au voyage nocturne et les lettres au fait que dans les environs, on n'a trouvé aucune communauté réelle avec les règles dont parlèrent les Mathias. L'image se décomposait en fragments polis avec lesquels il est commode de couvrir la gêne. Et seulement des années plus tard, ces morceaux se composeront en dessin qui donnera froid. Mais jusqu'à ce moment, la légende continuera à vivre dans la maison blanchie à la chaux sur la colline, soutenue par l'habitude de ne pas poser de questions superflues et par les tampons soignés sur les papiers de tutelle. L'enquête devait faire ce que personne n'avait jamais fait à temps. Mettre ces dates côte à côte et passer par la chaîne non pas de beaux mots, mais d'actions réelles. D'où venaient en les produits? Où allaient en les raids nocturnes? Comment était documentalement étayée la version sur la communauté? Les réponses à ces questions ennuyeuses deviendront cette clé qui tournera la serrure. Il fallait commencer par le plus ennuyeux, par les chiffres. Et c'est justement là où d'habitude on cache les détails domestiques qu'a émergé la première incohérence. Sur les débits mensuels du compte d'Antonio se tenait soigneusement une même ligne, location de box dans un entrepôt à Setúbal, 60 km et plus de la ferme, 1 heure de route par l'A2. Et pourquoi cela à un homme qui toute sa vie range les outils dans son propre garage? La réponse fut les images vidéo de l'entrepôt, dans le parking entre un fourgon blanc familier. Antonio descend dans sa veste éternelle aux poignets usés, signe sur le bon de livraison et charge dans l'habitacle des boîtes. Sur les boîtes, logo de laits infantiles, couches, lingettes, crème, gouttes vitaminées, biberon jetable, pas un sac d'aliments pour poules, pas de bidon d'huile, justement des articles pour enfants. Et ainsi, une fois par mois, parfois plus souvent. À d'autres moments, pendant des jours, l'entrepôt n'est visité par personne de sa famille. À la maison, ces achats n'apparaissaient pas. Dans la cuisine de Rosa, ce même ensemble domestique que tous avaient en vue. Paquets de céréales, pain, fromage et 1 ou 2 purées pour Miguel ou Anna. Au marché, à l'épicerie paroissiale. Là, Rosa était connue par son nom et ses tickets ressemblaient à ceux de n'importe quelle grand-mère. Personne n'avait vu de gros emballages. Le voisin, ce même Don Eduardo, se souvenait plus tard.
S'il avait transporté de telles choses à la maison, les boîtes auraient à traîner près de la poubelle et lui portait toujours les ordures en petits sacs. Il s'avère que les marchandises étaient achetées en gros, mais n'allaient pas à la maison. L'itinéraire du fourgon soulevait aussi des questions. Antonio rentrait rarement dans la cour du côté de la route. La nuit, il prenait le sentier des champs, s'arrêtait près du garage isolé et disparaissait derrière les portes. Aucun déchargement dans la cuisine, aucune boîte dans l'entrée. Le matin dans la cour, propre, comme si la nuit n'avait pas eu lieu. Et ce comportement ne cadrait en rien avec l'image du propriétaire direct qui est fier que tout soit compté et sous la main. Au total, l'image semblait étrange. Fermier solitaire, élevant officiellement 3 petits-enfants avec sa femme, louait secrètement un entrepôt en ville, achetait régulièrement nourriture infantile et couches et n'apportait jamais cela à la maison ouvertement. À qui étaient destinées ces boîtes ? Pourquoi n'était-il pas plus simple d'acheter au supermarché local comme font tous ? Et pourquoi chaque raid finissait près du garage et non près de la cuisine ? Il ne se trouvait pas d'explication rationnelle qui cadrerait avec sa vie publique. Même si on supposait qu'Antonio faisait des réserves au cas où sont-elles ? Il n'y avait ni garde-manger, ni hangar fermé avec de tels volumes à la ferme. En revanche, il y avait un entrepôt à 1 heure de route et des entrées nocturnes vers le mur latéral du garage, d'où venait ce fameux bourdonnement. Le comportement d'Antonio ne semblait pas seulement mystérieux. Il contredisait son statut officiel. Devant nous, un homme avec 2 emplois du temps. Le jour, fermier. Mari, grand-père. La nuit, chauffeur, manutentionnaire. Fournisseur pour un destinataire invisible. Double vie, couverte par le mot « arrosage » et la légende sur la communauté. Ensuite, la logique ne mène que dans une direction. Il faut comprendre où allaient ces boîtes et qui les utilisait. La réponse à cette question révélera ce que cachait le garage sur la colline. La réponse à la question de qui étaient destinées ces boîtes vint non pas de la colline, mais de l'imprimante du laboratoire. 28 juillet 2019, ligne sèche dans le rapport médical. Profil STR du patient comparé au profil de l'accompagnant Antonio Matias. Probabilité de paternité biologique, 99,999%. En plus, les profils d'Antonio Matias et de sa conjointe correspondent comme profil de grand-père et grand-mère du patient. Aucune émotion, aucune explication. Seulement des chiffres et signatures du généticien de garde. Mais le sens de ce papier ne laisse pas d'espace aux interprétations. L'homme qui a amené Nuno au service d'urgence comme grand-père figure simultanément comme son père biologique. Ensuite s'enclenche le protocole. L'hôpital fait la notification obligatoire, soupçon de crime de caractère familial et détention illégale. Dans le rapport, ils fixent encore un point. Signe de parenté proche. Du dossier médical, le document en quelques heures migre vers le dossier policier, de là au parquet. Les informations que le garçon n'a pas d'historique de vaccin et de documents se superposent au fait de double parenté. La légende sur la communauté près de la mer ne tient plus le coup. Elle contredit les données froides de l'éprouvette. Réaction instantanée. La police forme une demande de perquisition. Maison, garage isolé, bâtiments annexes adjacents. Dans la liste, recherche de locaux cachés, sources d'alimentation autonome, objets de soins pour petits-enfants, notes et supports d'information. Le juge, voyant la formulation paternité biologique coïncidant avec le statut de grand-père, signe le mandat sans traîner. La preuve cesse d'être une ligne dans le rapport. Elle devient action. Prochain arrêt. Maison blanchie à la chaux sur la colline et porte dans le garage, derrière laquelle bourdonne trop longtemps la pompe. Le mandat de perquisition était déjà en main, mais avant d'entrer dans le garage, l'enquête redéploie les vieilles preuves d'une nouvelle façon. Ils prennent ce qui pendant des années avait reposé dans le dossier, lettres d'Inès
enveloppe, plainte sur le bourdonnement nocturne. Et allume les outils de 2019. L'accroche ici est simple. Tous les mots depuis longtemps familiers, graphologie, acoustique, soudain commencent à parler plus fort que tous les témoins. Le graphologue regarde les lettres comme un cardiogramme. Dans les lignes, chute de rythme et même marche aux endroits où la main faisait des pauses. Pression irrégulière, lettres E et S, tantôt s'étirent, tantôt se contractent, et les phrases se répètent comme un tampon. Je suis tranquille. Ne cherchez pas. La conclusion sonne durement. Texte écrit, sous dictée, sous contrôle externe. Pas un mot libre d'une personne adulte, mais une formule qu'on lui extorquait. Les criminalistiques soulèvent encore une couche, littéralement, couche de poussière. De la surface des feuilles, ils enlèvent des microparticules, poussière de construction, spores de moisissure. Quand plus tard ils prendront des échantillons du local caché, ces spores coïncideront. Même composition, même signature d'humidité. Le papier pendant de nombreuses années ne reposait pas dans l'air marin, comme l'assurait la légende, mais là où c'est humide, serré et sans soleil. La dactyloscopie achève les enveloppes. Sur elles, seulement les empreintes d'Antonio. Sur les rabats, sur les plis, aux endroits où on fermait l'enveloppe. Sur la couche de colle, ces traces biologiques. Pas une seule trace stable d'Inès à l'extérieur, sauf son écriture. Ce que cela signifie traduit en langage humain. Les lettres venaient de loin, mais on les scellait directement ici. Et enfin, le son. L'acousticien pose des micros près du mur du garage et près de la clôture du voisin. Le bourdonnement nocturne se décompose en fréquences, de base, environ 60 Hz, et pics multiples d'ailes. Ainsi sonne un ventilateur électrique avec conduit d'air et non une pompe d'arrosage goutte à goutte. La pompe a un autre dessin, impulsionnel. D'ailleurs, les compteurs d'eau ces nuits-là se taisent. La comparaison des spectres, tableau sec, mais en lui on voit distinctement, c'est de la ventilation. Donc, quelque part à l'intérieur, il y a un espace qui a besoin d'air. L'image se compose sans émotion, comme un puzzle. Inès écrivait sous contrôle. Le papier porte des traces de local fermé et humide. Les enveloppes étaient arrangées par Antonio. Et la pompe, en réalité, système d'extraction. La légende sur la communauté s'effrite. Il reste à vérifier la seule chose qui tient encore cette histoire en théorie. Qu'exactement est caché derrière l'étagère dans le garage et à qui étaient nécessaires des mois de ventilation, nourriture infantile et raids secrets vers l'entrepôt. La réponse à cette question sera donnée non plus en laboratoire, mais avec un pied de biche sur les gonds et une clé dans la lourde porte. Avant que le pied de biche n'accroche les gonds, l'enquête doit faire encore une chose, fermer formellement la dernière version alternative. Celle-là même qui, pendant des années, avait circulé dans les environs et donnait à tous une soupape commode. On l'a vu en autostop près de l'échangeur sur A2, il semble, avec Thiago. L'espace d'une seconde, cela nous ramène au vieux nom et force à demander. Et si ce n'était quand même pas Antonio ? La vérification va par deux fils à la fois. Le premier, Thiago Fin, lui-même. En 1998, on l'avait déjà traité et obtenu un alibi de fer par les journaux de sortie en mer. Mais en 2005, les rumeurs ont refait surface. Quelqu'un avait sûrement vu Inès monter dans la cabine de Thiago près du café pour routier. Le deuxième fil, le chauffeur qui assurait avoir pris une fille très ressemblante et l'avoir déposée au tournant vers Setúbal. Ces récits se rejoignaient en un point. Rencontrés sur la route. Elle était pressée. Il y avait un gars prêt. Ça sonne vraisemblable, jusqu'à ce qu'on demande date et détails. Et voilà, les chiffres remettent encore tout en place. Du parc automobile de la compagnie du témoin, ils sortent le tachygraphe pour la semaine nécessaire. Son tracteur magistral allait en mission à Badajoz, traversait la frontière le matin et fixait les arrêts aux stations-service espagnoles Repsol, temps, coordonnées,
ticket. Tout colle à la minute près. Aucune boucle par A2, aucun arrêt au café routier près de Grandola. La caméra d'une des stations-service attrape la même cabine, au volant ce même chauffeur à côté, deuxième chauffeur de l'équipe. Il reconnaît lui-même plus tard. Probablement confondu l'année. Tout s'est mélangé, c'est-à-dire son sûr « j'ai pris » s'effondre sur les faits. Ce jour-là, il ne pouvait physiquement pas être là où il se souvenait. Parallèlement, il précise le chemin de Thiago. D'après les feuilles de paie de l'Artel et les marques de l'administration portuaire, il ces jours-là déchargeait la pêche à Setúbal et la nuit ressortait. Les enregistrements téléphoniques de l'embarcadère fixent son appel au dispatcher à 4h12, demandent de reporter la glace, et le matin, l'horaire du marché met une signature en face de son nom. Plus tard, ayant vraiment quitté la mer pour la route, il a vraiment travaillé chauffeur de camion frigorifique, mais c'est des années plus tard. En 2005, aucun fourgon, aucun voyage nocturne par A2. La scène étrangère près du café ne se colle avec aucun document, et le témoin qu'il a reconnu à la confrontation commence à s'embrouiller dans les détails. Il y avait une casquette, ou non. Peut-être que c'est un autre gars. Au résidu sec, la version alternative ne supporte aucune mesure. Vue en autostop. Erreur de mémoire. Avec Thiago. Mirage. Nourri par son caractère bouillant. Et la vieille dispute. Le tachygraphe tire une ligne vers l'Espagne. Les tickets de station-service confirment l'itinéraire. Et les horaires de l'artel de pêche laissent Thiago au port. Ces documents ne sont pas sur les sentiments. Ils sont sur le kilomètre et la minute. Et c'est justement pourquoi plus fort que toutes les histoires. Après cette étape sur la carte de l'enquête disparaissent toutes les flèches externes. Il ne reste ni passager mystérieux, ni témoin près de la route, ni petit ami jaloux. Il reste une personne dont les actions, itinéraires et mensonges cimentent toutes les preuves en un nœud unique. Antonio Matias. Double comptabilité, boîte d'enfant de l'entrepôt, pompe qui s'avère ventilation, lettres scellées de ses mains, et ligne ADN où il est simultanément grand-père et père. Pas de chemin de retour. Ensuite, seulement perquisition, lourde porte et réponse qu'on ne peut plus reporter d'un jour. Avant que le pied de biche n'accroche les gonds, il est important de comprendre qui toutes ces années tenait les clés. Non seulement du garage, mais aussi des gens. Antonio n'était pas un monstre des histoires d'horreur. Il était un homme avec une philosophie très compréhensible, l'ordre à tout prix. Et voilà comment cet ordre décrivait ceux qui vivaient à côté. Le voisin Don Eduardo disait brièvement « Chez lui, tout selon les heures, marché à 7h30, arrosage à 22h, conversation pour les affaires. » Il ne laissait pas entrer d'étrangers dans la cour. Même au facteur, laisse dans la boîte. Donna Teresa ajoutait « Il n'aimait pas quand Rosa s'attardait. Il lui disait devant nous « La maison doit connaître son temps. » Les ouvriers qu'on embauchait pour la saison se souvenaient d'une même phrase qu'il leur disait avec un sourire à demi plaisant. « La famille, propriété du père. » Si quelqu'un tentait d'objecter, la conversation devenait instantanément glaciale. À l'intérieur de la maison, le contrôle était encore plus fin. Rosa racontait sans ton élevé, comme si elle lisait une liste de courses. Il gardait toutes les clés, du garage, du garde-manger, du fourgon. Moi, seulement de la cuisine. L'argent, par lui. Il notait dans un cahier à quelle heure j'étais parti à l'église et quand j'étais revenu. Il valait mieux ne pas discuter. Elle ne parlait pas de cris, elle parlait de silence. Si quelque chose ne lui plaisait pas, il cessait de me parler. Il pouvait pendant des jours. Quand il se taisait, dans la maison c'était plus effrayant que quand il criait. À propos d'Inès, les voisins se souvenaient avec prudence. Le berger du hameau voisin disait « Après l'école, elle se dépêchait toujours de rentrer à la maison. Si quelqu'un la retenait aux grilles, il sortait lui-même. »
un des ouvriers saisonniers, avoua « Une fois j'ai demandé des ciseaux à elle. Il s'est approché et a dit « Mes femmes ne prêtent rien à personne. Demande-moi. » Pas de bagarre, pas de scandale. Simplement une ligne que personne ne franchissait. Même les détails respiraient le contrôle. Sur toutes les portes, même gonds neufs, fermant de l'intérieur et de l'extérieur. Sur le perron, crochet pour le trousseau de clés qu'Antonio portait à la ceinture. Le dimanche, Rosa allait seule à l'église. La fille, de plus en plus rarement. Au fait, il se tenait à l'écart, surveillait que les assiettes reviennent sur la table. Dans les conversations, il aimait les expressions « ordre correct »,« comme il faut »,« ma maison »,« mes règles », pas la colère comme éclat, le système comme respiration. Ce portrait est important parce qu'il supprime les versions sentimentales. Le motif n'était pas dans la passion et non dans l'élan soudain. Le motif, le pouvoir, désir pathologique de tout contrôler, entrées et sorties, mots et silences, horaires et même l'air que quelqu'un respire sous terre. C'est justement une telle philosophie qui rend possible la légende pendant des décennies et explique pourquoi les lettres devaient sonner pareil et le bourdonnement ne pas s'arrêter. Avec une telle compréhension, l'enquête s'approche de la perquisition. Pour la première fois depuis de nombreuses années, à la ferme apparaîtra une clé qui n'est pas chez Antonio à la ceinture. Et cette clé, le mandat. Ensuite, seulement les faits. Étagère, passage secret et porte derrière laquelle finira l'époque de son ordre. La porte de fer de la perquisition se profilait déjà en avant, mais selon le protocole, d'abord l'interrogatoire, petite pièce, lampe qui presse de lumière blanche, sur la table dictaphone qui clique le temps. Antonio est assis droit, paume sur les genoux. L'enquêteur ouvre le dossier, sans élever la voix. Où est Inès ? Pause. Sur la table se posent les papiers, un après l'autre. Impression de l'analyse ADN, où il passe simultanément comme grand-père et comme père biologique. Conclusion des graphologues sur les lettres, texte sous dictée. Certificat des acousticiens, bruit correspond au système de ventilation. Chaque papier, comme une brique, et deux, se construit un mur simple derrière lequel on ne peut plus sauter. Antonio écoute sans interrompre. Seulement une fois, il bouge sur son poignet la bracelet de montre. C'est imprimé une trace blanche du soleil, habitude d'homme qui travaille toujours à l'air libre. L'enquêteur énumère les dates 1998, disparition, 2004, 2008, 2011, enfant trouvé, juillet 2019, voyage à l'hôpital. À qui transportiez-vous les articles d'enfants de l'entrepôt ? Qui vit derrière le mur de votre garage ? Encore une pause. Dans son regard, il n'y a pas de désarroi, seulement de l'entêtement. 5 minutes de silence semblent une éternité. Puis il a parlé, sourdement, comme si les mots étaient écrits d'avance. Elle est dans la communauté. Je ne sais pas ce que vous voulez. C'est de la calomnie. Ensuite, formule. Sans avocat, je ne parlerai pas. Pas une seule réponse précisant. Pas de tentative d'expliquer la logistique des raids nocturnes. Pas de mention de ceux qui transmettaient soi-disant les lettres. Le silence revient dans la pièce. Le dictaphone clique 1 minute de plus. Cette position fait le choix pour l'enquête. Quand toutes les questions rationnelles butent sur « je ne me souviens pas » et « je ne dirai pas », il reste un seul chemin. Aller là où il ne laissait entrer personne. Le mandat est signé. Scène suivante. Cours sur la colline. Étagère près du mur du garage et cette fameuse lourde porte à laquelle on a trop longtemps cru sur parole. 7 août 2019, tôt le matin. Dans la cour sur la colline entrent silencieusement 2 voitures. Criminalistique et médecin en renfort. Le mandat est déjà signé. Et maintenant, la question n'est pas coupable, pas coupable, mais où est l'entrée ?
La maison les accueille par l'ordinaire. Rideaux de dentelle, écuelle pour le chien, odeur de café. D'abord, tout selon les règles. Cuisine, chambre, garde-manger. Rien. Propre jusqu'à la stérilité, comme si ici on répétait l'ordre parfait. Alors le groupe se déplace là où la nuit bourdonnait, vers le garage isolé. À l'intérieur, tracteur, étagère avec pots et outils, bidon. Mais près d'un mur, il y a un détail qu'en semaine on ne remarque pas. L'étagère se tient non pas près de la maçonnerie même, mais comme à un pas en avant, en bas, ombre ne coïncidant pas avec la direction de la lumière. Deux prennent par les bords. L'étagère glisse, ouvrant une feuille de placoplâtre gris. Le long de la jointure, vis neuve. Il dévisse. Derrière la feuille, un passage court et bas, air chaud, tire le fer sec et l'eau de javel. Au plafond, tuyau plastique avec câble d'un générateur séparé. Au bout du passage, première porte, contreplaqué, renforcé de l'intérieur par une poutre, serrure rapportée. Le pied de biche soulève la graffe, les gonds soupirent. Derrière elle, encore 1 mètre de couloir et la deuxième, déjà en acier. Sur elle, serrure de sûreté grossière et tiges artisanales dans l'embrasure. Le criminalistique sort du sac le trousseau de clés saisi chez Antonio, plate, avec dents irrégulièrement limées, ne s'assied pas tout de suite, mais tourne. La serrure clique, comme quelque chose de trop longtemps retenu. La porte s'ouvre sur une paume, et de là rampe l'air chaud et confiné. On entend respirer, pas de la technique. Encore une inspiration, encore une poussée d'épaule. Le battant va à l'intérieur. Lumière de lampe rebondit du mur avec badigeon, du vieux matelas, de la petite table avec tasse. Et dans cette lumière, on voit le plus important. Une femme couvre son visage du rayon, et 2, fillettes plus âgées et plus jeunes, se serrent contre elle, ne comprenant pas ce qui se passe maintenant. Doucement, nous sommes des nôtres. Sortez, dit le médecin comme on dit à ceux qui n'ont pas entendu de voix étrangère depuis longtemps. Dans le local, ils trouvent Inès. Elle a 39 ans. À côté, Lia et Rita. Sur la table, cahier avec lignes régulières. Sur l'étagère, pot de lait infantile. Ces mêmes marques de l'entrepôt de Setúbal. Dans le coin, bourdonne la boîte de ventilation, fermée par grille. Les médecins agissent selon le protocole. Masque, eau, examen, couverture. Personne ne demande de superflu. D'abord respiration et pouls, puis non. C'est le moment pour lequel allait tous les mois. La légende s'est effondrée. Derrière la porte d'acier s'est trouvée non pas une communauté près de la mer, mais une pièce, sans fenêtre. Iné et les 2 fillettes sont menées dans le couloir, et à la surface de la cour blanchie à la chaux, l'air semble trop vif. Ensuite, commenceront documents, témoignages, premiers mots. Mais le fait est déjà enregistré sur dictaphone et dans le rapport. Dans le local caché, découvert Inès Mathias et 2 de ses enfants. Vivants. C'est le point culminant de l'enquête et point de départ de ce qu'ils devront tous vivre ensuite. Le sauvetage, ce n'est que le début. Après examen, eau et couverture, Inès s'assoit dans la pièce pour interrogatoire. Quelques minutes se tait, tient les paumes sur le verre, comme si elle se réchauffait, et puis commence à parler, calmement, sans mots superflus, comme une personne chez qui 21 ans de vie reposaient sur l'étagère sans nom. Elle confirme ce qui est devenu point de non-retour. 20 juin 1998, le père l'a appelé, aidé dans la cave. Étagère, passage, serrure, clic et silence. En bas était une petite pièce, matelas, table, évier, lampe.
Ventilation bourdonnait comme un train. L'emploi du temps était fixé par lui. Se réveiller, écrire, se taire. Clé. Toujours chez lui. Tout mot vers l'extérieur, seulement par lettres. À propos des lettres, Inès parle séparément. Le texte était dicté par Antonio. Même phrase, je suis tranquille. Ne cherchez pas. C'est mon choix. Il apportait feuille propre, se tenait à côté, comptait les lignes, puis emportait l'enveloppe, scellait et partait. Ni adresse d'expéditeur, ni écriture différente, seulement sa voix au-dessus de l'épaule. Ensuite, année qu'elle garde en mémoire par saison et nom d'enfant. Hiver 2001, Lia. Printemps 2003, Nuno. Automne 2004, Miguel. Il l'a emporté en haut dans le couffin tôt le matin et a dit que ce serait mieux ainsi. Automne 2006, Rita. Noël 2008, Anna. Il est reparti tôt, et le soir dans la cuisine, il disait qu'ils avaient trouvé la petite à la porte. Mars 2011, João. Et mai 2013, Sarah, qui n'a pas survécu. Il est venu, a pris le paquet et a dit qu'il ferait tout lui-même. D'autres sur cela, Inès ne dit pas. Aucune communauté près de la mer n'existait. Tout se passait ici, sous le bourdonnement des ventilateurs. Produits, nourriture infantile, couches. Il apportait en bas par portions, expliquant en haut qu'il arrose les oliviers et fait des réserves. Quand Inès demandait de la laisser sortir au moins à l'air, il répondait la même chose. « Tu as toi-même choisi de ne pas sortir. » C'était sa formule de contrôle, collée à toute demande. Les témoignages coïncident avec tout ce que les enquêteurs avaient déjà rassemblé. Date, nom, disparition matinale avec couffin, lettres identiques, raid nocturne vers le garage. Maintenant, l'image n'est pas simplement probable, elle est expliquée de l'intérieur. Lia et Rita confirment les détails de la pièce. Dossier avec feuille, bruit dans le tuyau, boîte avec mêmes étiquettes que dans l'entrepôt. Leurs mots sonnent doucement, mais en eux, même emploi du temps, même bourdonnement, même porte. Sur ce fond, le silence d'Antonio aux interrogatoires n'est plus une stratégie, mais un geste vide. Toutes les parties du schéma ont pris leur place. Serrure, lettres, petit jeté en haut, achat secret, ventilation, voyage à l'hôpital. La légende sur la communauté a disparu avec le dernier « Je ne me souviens pas ». L'enquête a non seulement des preuves, elle a la voix d'une personne qui a vécu à l'intérieur de cette construction 2 décennies et appelle les choses par leur nom. Ensuite, travail juridique, qualification des épisodes, protection d'Inès et des enfants, mesures pour Rosa et long chemin vers le tribunal. L'histoire de la maison blanchie à la chaux sur la colline est devenue affaire pénale avec date concrète et formulation. Et maintenant, ce chemin ne peut plus s'arrêter. Maintenant, quand tous les morceaux du puzzle sont sur la table, il est important de voir l'image entière. Cette histoire n'est pas sur un épisode terrible, mais sur un mécanisme qui fonctionnait pendant des années, silencieusement, rythmiquement, comme une horloge dans une maison vide. Comment était-il arrangé ? D'abord, réparation de cave. Sous le garage isolé, Antonio a fait un deuxième contour. Couloir étroit, une porte pour détourner les yeux et encore une, en acier, avec tige artisanale. Au plafond, il a encastré ventilation, l'a branché à un générateur séparé. Dehors, hangar ordinaire pour tracteur. Dedans, pièce sans fenêtre. Ensuite, isolement. Le soir du 18e anniversaire d'Inès, il a dit son habituel « Aide dans la cave, clic ». Et le monde en haut se transforme pour elle en bourdonnement de tuyaux.
l'emploi du temps était fixé par lui. Quand dormir, quand écrire, quand se taire. Les clés étaient toujours chez lui. Parallèlement s'ajustait l'approvisionnement pour la maison, achats ordinaires à l'épicerie. Pour la cachette, box louée à Setúbal, où en gros on prenait lait, couches, lingettes. La nuit, le fourgon entrait vers le mur latéral du garage. Les boîtes descendaient par portions. 4e détail, légende. Les lettres avec même phrase, il les dictait lui-même, scellait lui-même et lui-même les glissait dans la boîte. Ainsi apparaissait la communauté près de la mer qui n'existait pas. 5e, trouvailles, à l'aube. Les nouveau-nés, il les sortait sur le perron dans le couffin, coup de téléphone, pas dans l'obscurité. Et Rosa, croyant au papier et à son propre espoir, arrangeait la tutelle. Les services sociaux, voyant des parents soignés, entendaient « demande qu'on ne cherche pas » et refroidissaient. Et enfin, le son. Le bourdonnement nocturne, mis sur le compte de la pompe d'arrosage, était en réalité la respiration de la ventilation, ce même fond auquel on s'habitue si on vit en lui assez longtemps. Les témoignages de Rosa se posent sur ce schéma comme dernière pellicule transparente. Clé chez lui, mieux ne pas discuter, pensait que c'était l'arrosage. Sa surdité partielle lissait le bruit nocturne et la peur devant sa pression silencieuse rendait tous doutes déraisonnables. Sur cela tenait la construction, sur son contrôle total, sur sa peur à elle et sur l'erreur systémique. Disposition des services à croire au papier tranquille au lieu de vérifier le chemin de l'enveloppe. Voilà la réponse, comment cela fonctionnait. 3 appuis, pouvoir d'Antonio, silence de Rosa et inertie du système maintenaient le mensonge 2 décennies. Ensuite, reste ce qui est inévitable après une telle reconstruction. Répartir la responsabilité par article et nom. Au tribunal, il faudra nommer où est la faute personnelle, où la négligence et où la complicité. Après la reconstruction de la mécanique, reste la question qui est toujours plus difficile que les émotions. Comment la loi nommera ce qui se passait en bas et quel prix désignera pour cela à l'homme d'en haut. 17 juin 2021. Tribunal de Setúbal. Petite salle. Climatiseur bourdonne trop fort sur les tables. Dossier avec dos gris. Graphologie. Acoustique. Génétique. Antonio est assis immobile, en veste grise, visage de pierre. Le procureur lit les formulations non comme un drame, mais comme des mathématiques, privation illégale de liberté, traitement cruel sous forme domestique, menaces et contraintes, tromperie des organes d'État, faux en partie lettres, création d'environnements dangereux pour la vie et la santé. Dans la liste, années, choses, clés, ventilateurs, générateurs et fourgons. Tout ce que nous avons déjà vu se transforme en article. La défense tente de retourner l'image autrement. Homme de la vieille école, tendance obsessionnelle à l'ordre, troubles émotionnels, inconscience des conséquences. Ils demandent expertise psychiatrique et l'obtiennent. Les experts sortent avec formules claires. L'accusé a des traits prononcés de contrôle total et de rigidité, mais il comprenait complètement le caractère des actions et les dirigeait. C'est-à-dire responsable. Cette conclusion sonne comme un coup lourd parce qu'elle supprime la dernière échappatoire. Les voix clés au tribunal, celles-là même que nous avons déjà entendues. Inès parle pas fort, mais chacun de ses mots comme une marque sur la carte. Clic de serrure, bourdonnement de tuyaux, lettres sous dictée, coups fins matinaux. Lia et Rita confirment les détails de la pièce et de l'emploi du temps. Le criminalistique montre le trousseau de clés et le schéma de ventilation. Le généticien lit la ligne sèche sur la double parenté. Le témoin voisin rappelle le bourdonnement nocturne, l'assistante sociale, les mots sans adresse et la tutelle
jusqu'à élucidation. Rosa parle en dernier. J'avais peur. Je pensais que c'était l'arrosage. Je n'avais pas les clés. Sa surdité partielle et dépendance du mari passent dans l'affaire en ligne séparée. Les questions croisées sont longues, mais en elle, peu de nouveau. Lettres, sous dictée, enveloppe, de main d'Antonio, pompe, ventilation, article d'enfant, de l'entrepôt à Sétubal. Le juge revient à 3 paramètres qui tirent la peine vers le haut. Durée, organisation et tromperie du système. D'atténuante presque pas, sauf l'âge et absence de casier judiciaire antérieur. 30 septembre 2021, la sentence sonne comme doit sonner le final de cette histoire. 25 ans de privation de liberté, peine maximale selon le droit portugais. Interdiction à vie de tutelle et adoption, thérapie obligatoire, interdiction d'approche d'Inès et des enfants. Rosa est acquittée sur l'épisode de complicité. Pas de preuve directe de sa connaissance de la porte secrète. Elle reçoit avertissement pour négligence domestique. Aux services sociaux est adressée représentation sur violation systémique pour que les lettres sans adresse ne deviennent plus boucliers. Le point juridique est mis. Mais tout point a une ombre. Comment vivent ceux qui sont sortis de la pièce sans fenêtre? À ce sujet, dans le final, où il reste à dire ce qui est devenu incertain et ce qu'on a réussi à rendre de la vie ordinaire. La sentence a résonné, mais l'histoire ne s'est pas fermée. Il y a toujours la vie après. Qu'est-il arrivé aux gens qui ont dû apprendre à nouveau à ouvrir fenêtres et portes? Inès et les enfants passent longue rééducation, psychothérapie, cours avec pédagogue, nouveaux documents et nouveaux logements sous protection. On leur apprend des choses simples. Choisir vêtements, voyager en autobus, ne pas sursauter au bruit de ventilation. Rosa part chez sa sœur, vend la ferme. Le garage reste longtemps scellé, le vide le plus lourd, mais 2013, l'endroit où aurait pu être enterrée Sarah, n'est jamais trouvé. Ce silence ne se soigne pas par tribunal. L'affaire change le système. Aux services sociaux, on introduit règles strictes. Lettres anonymes ne sont plus motifs d'arrêter les recherches. Chaque enfant trouvé est vérifié jusqu'à la source. Plaintes nocturnes des voisins deviennent cause de visites imprévues. C'est un cas rare où le papier apprend à entendre le chuchotement. Et pourtant, reste la question qu'on ne mesure pas par expertise. Rosa savait-elle pour la porte? Le tribunal a dit non. Et c'est le point juridique et l'humain, en ce que maintenant Inès et les enfants ont un matin sans bourdonnement et un choix qui leur appartient enfin.